sourire. On vous pèse. La justice, on vous pèse. L'administration, la nique. Derrière une fenêtre, c'est facile. Face à face, ça sera peut-être un tout petit peu plus compliqué. Nadine Piquet dirige la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis. Tu veux quoi? La plus grande prison d'Europe. 4000 détenus. Un paquebot. Le paquebot est difficile à manœuvrer, surtout depuis quelques mois. Fleury détient dans ses cellules le plus grand nombre d'islamistes en France. Ce sont des détenus qui, très souvent, ont une culture sur l'islam qui leur appartient, qui leur est propre. Ils ont une personnalité bien affirmée. Il faut y faire attention, les observer, pour éviter qu'ils disséminent leurs pensées à d'autres qui sont plus vulnérables. En France, 211 personnes sont incarcérées au titre de l'islamisme radical. Et autour d'eux gravitent 2000 détenus proches de cette mouvance. Les chiffres ont doublé en un an. Au palais de justice de Paris, les procès de djihadistes s'enchaînent presque quotidiennement. Mesdames, messieurs, la cour, veuillez vous lever. Ce jour-là, 3 prévenus sont jugés pour avoir tenté de partir en Syrie et en Irak. Ils risquent 10 ans de réclusion. En effet, depuis 2014, l'intention de rejoindre un réseau terroriste est un motif suffisant pour être interdit de sortie du territoire et condamné à de la prison ferme. Pour moi, la prison, ça ne changera rien. Même après 10 ans, quand je ressortirai, j'aurai le même point de vue. Tout comme les Occidentaux, ils ne veulent pas que leur société soit islamisée, eh bien nous, on ne veut pas que nos sociétés soient occidentalisées. Cette société islamique, eh bien, il faudrait la bâtir et la construire. Instaurer une charia islamia, pour nous, c'est un idéal, oui. Mehdi, lui, s'est radicalisé en consultant des sites islamistes sur Internet. Il a été interpellé juste avant son départ. Je suis là pour terrorisme. En fait, je voulais partir faire le djihad au Mali en 2012. J'étais une personne qui voulait aller défendre les musulmans qui sont opprimés. Comme ce qu'on voit aujourd'hui en Syrie, voilà. Vous craignez d'être condamné lourdement? C'est le destin. Parce que nous, les musulmans, on réagit comme ça. On raisonne dans le sens où tout ce qui nous arrive de bien ou de mal, c'est Allah qui nous le donne. À nous de surmonter les épreuves. Est-ce que vous méritez la prison? Je sais pas. Vous savez pas? Non. Je connais pas l'imbécile. La justice redoute de laisser des bombes à retardement en liberté. Monsieur, levez-vous, s'il vous plaît. Mehdi est condamné à 6 ans de prison ferme. Vous contestez les faits qui vous sont reprochés? Il va être incarcéré à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis. Face à l'arrivée massive d'islamistes derrière les barreaux, la prison doit faire face à la menace du fanatisme et de ses prédicateurs. Oh le voisin! Oh le voisin! Oh le voisin! Eh, s'il te plaît, juste baisse un peu, s'il te plaît. Eh, dans même pas une heure, je sors en promenade, après tu peux mettre. 6 mois après son procès, nous retrouvons Mehdi.
dans sa cellule. Ça se passe souvent comme ça ou... Ouais. Non, ils sont gentils, les gens. Communiquer... Ouais. Faut frapper pour qu'il entende, parce qu'avec la musique. Quand moi je mets le Coran à fond, bah, si lui ça le dérange, il tape et je descends, je baisse le son. Le Coran à fond? Ouais, le CD de Coran dans le poste. Des fois on me prête un poste, je mets le Coran. D'accord. À Fleury, comme tous les condamnés pour des faits de terrorisme, Mehdi a été placé seul dans une cellule. Et là c'est les toilettes, et là la douche. Je vis là, je dors là. Et la place d'en haut, je mets toutes mes affaires, je les étends ici. Quand je les lave, je les étends là. Et moi, je dors en bas. Là, ici, il y a mes livres pour m'instruire. Dans sa bibliothèque, pour seule lecture, des livres religieux. En arabe? En arabe. Et là, c'est la biographie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et d'autres livres de théologie, comment faire la prière, comment se laver. Ici, à Fleury, depuis que vous êtes là, est-ce que vous avez rencontré d'autres gens qui sont là pour terroriser? Ouais, j'en ai rencontré. Bah, c'est des jeunes, surtout, la plupart. C'est des jeunes qui n'ont jamais fait de prison. C'est la première fois qu'ils rentrent en prison. Vous parlez de quoi ensemble? On parle de sport, on parle de nos affaires judiciaires. Vous parlez de religion? Très rare. Pourquoi? Parce qu'on ne partage pas tous les mêmes points de vue. Vous pensez quoi de Daesh, par exemple? Franchement, j'ai aucun avis parce qu'il y a trop de confusion. Il y a trop de confusion et on ne dit pas la vérité, et voilà. Donc Daesh, c'est l'État islamique qui s'appelle. Donc eux, ils s'appellent l'État islamique, donc c'est un État islamique. Si eux, ils se prétendent être un État islamique, moi, je peux que dire que c'est un État islamique. Après, de donner un jugement sur eux, j'ai pas été là-bas. J'ai pas fréquenté des gens comme eux, donc je peux pas donner un jugement. J'évite de donner des jugements sur qui que ce soit. Vous comprenez? Mehdi est isolé pour éviter qu'il ne propage ce type de discours ambigu dans la prison. Surtout auprès des nouveaux détenus, des proies idéales pour les islamistes radicaux. Chaque jour, entre 20 et 40 prisonniers sont incarcérés à Fleury-Mérogis. Monsieur, venez avec moi, s'il vous plaît. Trafic de stupéfiants, vol à main armée, quel que soit leur profil, chaque nouveau détenu est reçu par un surveillant. Vous entrez, vous vous asseyez ici, s'il vous plaît. Cet homme est un habitué de la maison. Il connaît l'influence des islamistes en prison et il a assez d'expérience pour ne pas tomber dans leur filet. Les dernières fois que vous avez été incarcéré, ça s'est bien passé? Non. C'était une Bronx ici. D'accord. En quelques années, ici, vraiment, ça faisait peur. C'était trop fanatique, les gens, c'était trop fermé, quoi. Il rentre en prison, il tombait pour 600, 700 kilos de shit. Il arrive ici, il sort d'ici, ça y est, il s'est fait une barbe. Même sa femme, premier parloir, elle était normale. Le lendemain, elle vient le voir avec son foulard, son truc, et voilà, quoi. Et c'est là, les gens tombent dans ce traquenard-là, quoi. Moi, personnellement, je ne pratique pas. Je suis pire qu'un athée, quoi. Je ne vais pas être quelqu'un qui pratique comme ça, quoi. Je ne veux pas. Le placement en cellule, ce sont les officiers qui s'occupent des placements en cellule. Vous avez pu me ramener les documents que je vous ai demandé de remplir? Bonjour. Bonjour, monsieur. Mais pour les autres, tous ceux qui découvrent la prison, c'est au début de leur détention qu'ils sont le plus fragiles et le plus manipulables. Ok, c'est le 17. Est-ce que quelqu'un va venir vous voir? Est-ce que quelqu'un va s'occuper de vous? Va vous envoyer? Pour l'instant, je ne pense pas. Parce que j'ai perdu ma mère, j'ai que mon père et j'ai mes 2 filles qui sont au foyer. Elles sont placées, vos 2 filles? Ouais. D'accord. Et moi, d'accord. Voilà. Ok. Ce détenu croisera inévitablement des islamistes comme Mehdi. Car si les radicaux sont isolés en cellule, ils sont libres de descendre en promenade parmi tous les autres prisonniers. La prison est aujourd'hui derrière lui, mais Karim Mokhtari a passé 6 ans à l'ombre des Miradors il y a quelques années pour vol à main armée. Lorsqu'il entre pour la première fois de sa vie à la maison d'arrêt d'Amiens, le jeune braqueur est seul et sans repère, à la merci des extrémistes. Ouais.
Là, vous avez quel âge? Là j'ai 18 ans. Voilà, la maison d'arrêt. Quand les portes se referment derrière moi, j'ai véritablement la sensation d'être avalé par une superstructure de béton. J'ai l'impression que ma vie va basculer là-bas, que peut-être même je vais mourir là-bas. Dès la première semaine, Karim croise la route d'un groupe d'islamistes dans la cour de promenade. Dans la promenade, je me suis mis contre le mur et j'ai observé. Et j'ai regardé les groupes fonctionner en me disant mais auquel je vais appartenir. Et donc j'ai vu ces toxicomanes gober des cachets de substituts à l'héroïne dans des flaques d'urine dans la promenade. J'ai bien compris qu'effectivement, il ne fallait pas que je devienne comme ça. J'ai vu des jeunes jouer au foot, être des sportifs, etc. Mais en même temps, dealer, faire preuve de violence à 10, à sauter sur la tête de quelqu'un. J'ai compris que bon, j'allais certainement peut-être faire partir de ce groupe. Et puis j'ai vu un groupe d'individus qui priaient dans la promenade. Et eux, ils sont que entre eux. Ils prient, ils sourient, ils vont bien, quoi. Ils fument pas de clope, ils fument pas de shit, ils ont besoin de rien. Ils se suffisent à eux-mêmes. Et moi, ça m'attire. Et je vois qu'il y a un imam autoproclamé parmi les détenus qui conduit la prière, autour duquel tout le monde se tourne, tout le monde discute. Il a une emprise certaine, finalement, mais bienveillante. Je vois pas de violence dans ce groupe. Et il est venu vers moi, alors que j'étais en train de fumer une roulée adossée au mur. Et il m'a dit « Mon frère, ça va ?» Je lui ai dit « Oui, ça va. » Il me dit « Tu t'appelles comment ?» Je lui ai dit « Je m'appelle Karim. » Il me dit « T'es musulman ?» Je lui ai dit « Non, pas encore, mais j'aimerais bien. » Il me dit « Ben, y a pas de problème, ça s'apprend. » Ce sera le début de l'engrenage pour le jeune Karim. L'histoire de Bernard commence de la même façon. Nous avons convié cet ancien détenu dans ce décor, une prison reconstituée pour l'aider à faire rejaillir les souvenirs encore à vif de son endoctrinement. C'est dans une cellule comme celle-ci que des islamistes l'ont approché en se montrant très généreux avec lui. Sans argent et sans famille, Bernard va être sensible à toutes leurs marques d'attention. Dans la cellule, il y avait des dates, il y avait du lait, il y avait de tout. Puis comme ils voient que t'as pas grand-chose pour te changer, ben tiens, il y a un colis pour toi. Et puis l'autre, il a dit, ah, c'est moi, t'inquiète, c'est rien. Donc toi, tu acceptes, tu dis oui, ben c'est gentil. En fait, il y a du partage, il y a de l'amour, il y a de la paix. Les islamistes s'imposent comme des guides spirituels. Ils assurent même l'entraînement physique de leurs disciples. Vous voyez, la carrière que j'ai aujourd'hui, ça vient pas d'hier. Enfin, ça a été fait là-bas. Tous les matins, tu vas en promenade. C'est 500 pompes à l'heure. Il faut monter à 600, 700, 1000. Mais au fait, tout cet entraînement-là, mais je comprends au fur et à mesure ce que c'est. C'est une formation. Il fallait devenir un vrai combattant d'Allah. Mais tu as juste cette phrase à dire. Shahadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammad bismillah. Et une fois que tu as dit ça, ben, t'es converti pour eux. Pourquoi ils choisissent l'islam et pourquoi ils choisissent l'islamisme? Bien sûr. D'abord, c'est la seule idéologie sur le marché. Hein. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y a plus rien. Il n'y a que l'islamisme aujourd'hui sur le marché. Il y a un effet de mode quand on voit des gamines tout de noir vertu avec une calache sur leur Facebook de 15-16 ans. Il y a un effet de mode indéniable. Et puis, il y a aussi la religion elle-même, justement quand elle est fondamentaliste. Elle a un avantage énorme, c'est qu'elle vous met une discipline de vie extraordinaire. Il faut imaginer un tout petit peu ce que ça signifie pour quelqu'un qui a toujours été laissé un peu à l'abandon, faisant des bêtises. On va en prison, on ressort, on rentre, on ressort. Vous voyez, des petits délinquants qu'on a d'habitude. Il est pris en charge. Il est totalement pris en charge. Et quand les gens sont paumés, ils ont besoin d'être pris en charge. Les semaines ont passé et Karim Mokhtari fait désormais partie lui aussi des islamistes de la prison. Le discours se durcit, le leader du groupe change soudainement de visage. L'imam autoproclamé est venu me voir et là, cette fois-ci, avec un regard que je n'avais jamais vu auparavant. Avec une posture que je n'avais jamais vue auparavant. Agressif, violent, un regard noir, en me disant « Écoute Karim, maintenant tu es musulman,
ton devoir de musulman, c'est de protéger l'islam. Comment? En tuant les mécréants partout où tu les trouveras. Et quand tu sortiras, il faudra aller t'entraîner. Je connais des gens pour ça. Et tu iras t'entraîner au Pakistan ou ailleurs, et ensuite, tu iras faire le djihad. Et là, pour moi, ça a été très compliqué d'accepter son discours, parce que déjà, il m'a choqué. J'avais l'impression d'être face au diable, quelque part. Vous avez pu refuser concrètement sa proposition? Oui, je lui ai dit non, moi, je ne ferai pas ça. Pour moi, l'islam, c'est pas ça. Karim s'est détourné de l'emprise des fanatiques et il a réussi à se reconstruire au fil des années. Aujourd'hui, il anime des conférences dans les cités et dans les prisons pour sensibiliser les jeunes aux dangers de la radicalisation. Il y a 10 ans, Davy était bien seul face aux islamistes de sa prison. Il est à cette époque incarcéré à la maison d'arrêt de Los, dans le Nord, pour trafic de stupéfiants. Fermée en 2011, la prison est aujourd'hui laissée à l'abandon. J'entends encore les voix par la fenêtre. Des détenus qui parlent, qui gueulent. J'étais dans la cellule 354 au 3e étage. À peu près là, au milieu à peu près. Tout ça, c'est des cellules. Davy a passé 7 mois enfermé dans 9 mètres carrés avec un codétenu. Donc là, ici, tu avais le lit. T'as la petite table qui est ici, la télé. Là, c'est la toilette sans cachette. Regarde, si t'es deux, ben, tu chies dans ton collègue. Ça... C'est l'un des trucs les plus durs. Davy, le vendeur de drogue, est alors athée. Son codétenu, lui, pratique sa religion rigoureusement. Bon, lui, il voulait faire sa prière, ben, il mettait son tapis à côté de son lit, puis direction la Mecque, et puis en avant, il faisait ce qu'il avait à faire. Quand on est avec quelqu'un ici 24 heures sur 24, on a vite fait de se faire retourner le cerveau si on est assez faible mentalement. On va dire, en fait, c'est le codétenu un peu le repère. C'est vrai que je m'identifie. Je copiais un petit peu sur eux. Moi, au début, je suis un mécréant pour eux. Bah, t'es de la merde, en fait. Hein. T'as pas le droit de vivre, en gros. C'est limite. T'es un mécréant, toi, tu vas mourir. T'es de la merde. Nous, musulmans ou nous, chrétiens, on est meilleurs que toi. On se fait prendre en main par 2-3, on va dire. C'est des terroristes d'origine. Ils sont là pour terroristes, les gars. Ils te bourrent le crâne. De quoi? De conneries, en fait, carrément. Faut exterminer les juifs. Après, tout ce qui est administration, comme l'État, faut le combattre. Faut se mettre une ceinture. Aller où il y a des enfants, se faire péter la tronche. Tuer les gosses. Je pense qu'ils ont dû dire, ouais, il doit être mouton, lui. Ça doit être un mouton, on va essayer de le faire un méchoui. En fait, ça se fait pas en 1 minute. C'est long. Il te bourre le crâne. Davy n'est jamais passé à l'acte. Le lien avec les radicaux a été rompu lorsqu'il a été transféré dans une autre prison. Bernard, lui, n'a pas eu cette chance. Quand vous sortez de prison, vous êtes encore en contact avec les frères. Comme s'il y avait une équipe dehors qui reprenait la relève. Mais tiens, il y a une petite enveloppe pour toi, il n'y a pas grand-chose. Une baguette, des œufs. Comme si on était encore en prison. Après, c'est un jour, ben, ça va venir, ça va te poser un sac, il y a de la drogue, tu la stockes, et puis tu la vends, et tu fais l'argent. Quand tu le redonnes, il te passe un billet. Quand tu vois que le sac, il n'y a plus de stupéfiants dedans, et que c'est des pistolets ou des fusils qui arrivent, tu te dis, qu'est-ce qui se passe? Mais cet argent-là, ça nourrit quoi? Ça nourrit le terrorisme. Vous croyez que vous avez indirectement participé à des attentats, ce genre de choses? Et oui, je pense que j'ai dû participer à des choses. Aujourd'hui, je m'en veux sur même plusieurs points. La disparition de certaines personnes, et voilà.
Les prisons cherchent aujourd'hui par tous les moyens à éviter que les détenus comme Bernard ne se transforment en combattants d'Allah. À Fleury-Mérogis, dans la cour de promenade, les surveillants ont pour mission de détecter tout signe de radicalisation. JN1 51. Rapprochez-vous de la porte. Au milieu de la cour, dans une passerelle aménagée avec des vitres sans teint, ils ne peuvent pas nous voir. Un surveillant scrute les détenus en permanence. Qu'est-ce que vous observez exactement? Des comportements suspects, des échanges comme ça. Et l'ambiance générale de la détention. Un détenu qui fait du prosélytisme, ça ressemble à quoi? Il peut y avoir un rassemblement autour de lui. Il peut y avoir des effets religieux, malheureusement, qui soient descendus. Et là, ils s'en servent. Comme quoi, par exemple? On a déjà vu des djellabas, et des versets, etc. Les trois, ils sont connus. On accorde une attention particulière avec ces personnes suivies. Ils parlent en français, ils parlent en arabe. On n'a pas de moyen d'écoute, hein. Donc c'est compliqué de déchiffrer et de savoir dans quelle langue ils parlent. Donc vous savez pas trop ce qu'ils racontent? Non, complètement. Donc c'est difficile de savoir s'ils font du prosélytisme ou s'ils discutent de la pluie et du beau temps. Exactement. Troisième droite, fin de la promenade. Rapprochez-vous de la porte. Être les grandes oreilles de la prison. Repérer les mentors et leurs disciples. Selon ces surveillants des 4 coins de la France, la mission est impossible à accomplir. Un surveillant, il va donner des douches aux détenus. Il va faire donc un tour de douche de 40 ou 50 détenus. Il faut qu'il soit un facteur aussi, parce que ces gens-là reçoivent du courrier. Mais avec tout ça, il faut envoyer les parloirs, les activités, que ces détenus se rendent au sport, qu'ils aillent jouer au Monopoly. Puis, à un moment donné, il va quand même essayer de faire son métier d'observation. Donc, il va se mettre dans la peau d'un psychologue. Vous comprendrez toute la difficulté, en plus de ses missions quotidiennes, d'observer et de rendre compte. Les islamistes, aujourd'hui, dominent, gèrent les prisons. Nous, surveillants, nous sommes là en périphérie, on fait ce qu'on peut, mais je pense que les choses vont faire que empirer, malheureusement, si on ne nous donne pas des moyens. À Fleury, les 1400 surveillants, les barreaux, les verrous, ne suffisent pas non plus à entraver les liens qui se nouent jour et nuit entre les détenus. Ah bon? T'as des clopes? Ouais. T'as des pilotes, toi? J'ai même pas pris le truc, wallah. J'ai pas reçu mon truc. D'une cellule à l'autre, les prisonniers discutent, souvent en langage codé. D'accord. On voit mal le fil là, je vois. Attends, j'envoie un lasso, comme ça il va te l'envoyer, on sera approchés tous les deux. Vas-y. Grâce à leur lasso, des morceaux de drap déchirés, ils se livrent des colis d'une fenêtre à l'autre. Ah ouais, après tu le fais descendre. Ah, descends encore un peu. Le vois? Attire le mou, ma gueule. Ils s'échangent cannabis, portables et petits mots. Le prosélytisme peut avoir lieu à tous les étages. Va te niquer ta mère. L'administration pénitentiaire fait ce qu'elle peut pour tenter de limiter le phénomène. Des fouilles sont organisées quotidiennement dans des cellules, au hasard.
Le frigo, vous avez fait l'intérieur? Ouais, j'ai déjà fait. Le derrière? J'ai déjà fait aussi. Rien du tout. Les surveillants cherchent tout indice pouvant révéler le basculement du détenu dans l'islamisme radical. Une personne qui est arrivée, qui était par exemple catholique pratiquante, et du jour au lendemain, on trouve dans sa cellule le Coran. Et on retrouve aussi des magazines en arabe qui peuvent justement être radicaux. Si on voit qu'il refuse de regarder la télé, s'il ne veut plus voir de femmes en maillot de bain, et quand on voit par exemple avec qui il est en promenade, ça peut être avec justement quelqu'un qui revient de Syrie, ça c'est de l'information précieuse. Et après nous on compile et tous les mois on fait un bilan. Alors vous avez trouvé quoi pour l'instant? Câble d'alimentation trafiqué. Et vous n'avez pas trouvé de téléphone? Pas encore. Ça vous l'ouvrirez quand j'ai pas mes gants. Dans cette radio se cache un objet interdit et pourtant très répandu en prison. Impeccable, c'est un iPhone impeccable. Ils vont avoir une sanction disciplinaire et un retrait de leur remise de peine. Ici, dans cette cellule, il n'y a pas de soupçon de radicalisme. Non, non. Là, on a un détenu qui pratique la religion musulmane, mais de façon, en tout cas, pour nous correcte. Hein, on n'a pas vu de documents. À part le téléphone. Oui, le téléphone, mais ça peut être pour communiquer avec l'extérieur, mais pas obligatoirement quelque chose de radical. Donc là, pour l'instant, il n'y a rien d'inquiétant dans cette cellule. Selon Karim Mokhtari, leur grille de détection est complètement obsolète. Les surveillants sont en galère par rapport à cette question. Comment est-ce qu'on leur demande? C'est la commande, il faut identifier les radicaux. Mais comment est-ce qu'on identifie un radical? Est-ce que la présence d'un Coran dans une cellule, il porte une barbe alors qu'il y a 2 semaines il n'en avait pas? Sa femme est venue le voir avec un voile au parloir, il a demandé un repas halal, il ne parle plus avec les gens, il ne veut pas à la télé. Comment est-ce qu'on fait? Parce que de toute manière, il va être très discret, donc ça ne va pas se voir. Il n'y a rien qui nous permet d'étudier le taux de radicalisation d'un individu. Rien. Comment on fait alors? Eh ben, on ne fait pas. Par contre, on empêche qu'il se radicalise. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. On fait beaucoup. Et je trouve que c'est assez pénible d'entendre systématiquement dire que la prison est le lieu de la radicalisation, que la prison fait des terroristes, que la prison est un lieu en fait de perdition. Tout ça, c'est pas si simple que ça à détecter. Ça peut se passer en cours de promenade, ça peut se passer entre cellules, ça peut se passer également au sein des activités, ça peut se passer au sport. On peut pas tout maîtriser. Enfin, je veux dire, dans la société, on maîtrise pas tout non plus. En prison, c'est pareil. C'est assez extraordinaire ce discours parce que d'abord, je crois que c'est un lieu privilégié et deuxièmement, je crois que c'est un endroit où on ne devrait pas pouvoir se radicaliser. Si le discours consiste à dire « Ah, en maison d'arrêt, qu'est-ce que vous voulez, c'est comme dehors », ben oui, alors ils peuvent se radicaliser, ils peuvent aussi avoir de la drogue, des téléphones portables, des ordinateurs, des flingues, je sais pas, on s'arrête tout. Non, la maison d'arrêt, c'est un endroit où on peut mettre des limites, sinon ça sert à rien. Concrètement, est-ce que c'est réellement possible, ça, de les bâillonner complètement pour qu'ils ne propagent pas leurs idées en détention? Non, la prison française n'est pas Guantanamo. Les prisonniers peuvent se parler entre eux, enfin les détenus peuvent se parler entre eux, on ne peut pas empêcher les détenus de se parler. Non, je pense que l'isolement total, c'est pas respectueux, au risque de choquer nos concitoyens, ça n'amène à rien, ça en fait des fauves et des bêtes humaines. Donc, on ne peut pas empêcher le prosélytisme quelque part. On ne peut pas empêcher le prosélytisme. L'administration pénitentiaire s'avoue impuissante face à la propagation de l'islamisme carcéral. Le phénomène ne date pourtant pas d'hier. En 1995, la France est touchée par une vague d'attentats qui sème la terreur dans tout le pays. Les attaques sont orchestrées par le GIA, groupe islamique armé en Algérie. Parmi les terroristes, Khaled Kelkal. Le jeune homme s'est radicalisé dans une prison lyonnaise 3 ans plus tôt. David Valade fait partie à l'époque du même réseau terroriste que Kelkal. Il est incarcéré juste après les attentats. Je franchis cette porte le 18 décembre
99 pour ma remise en liberté et la levée d'écrou. Donc c'est un peu étrange de me retrouver là, mais sans plus d'effet finalement. Étrange, pourquoi? Je m'étais juré de jamais revenir. Lorsqu'il entre en prison, tous les détenus connaissent son parcours. Le djihad en Bosnie à 19 ans, les camps d'entraînement en Afghanistan, puis son engagement au sein du GIA. David Valat, le terroriste, est accueilli en héros. Lorsque je me montre, l'ensemble de la cour s'écrit Allahu Akbar à 3 reprises. Je suis le Robin des bois de service. Le gars anti-système qui s'est battu l'arme au poing, c'est un peu l'image qu'on renvoie vis-à-vis des détenus de droit commun. Au bout de 3 semaines, c'est moi l'imam de ma cellule, je me promène, on me demande ce dont j'ai besoin, on me fait suivre de la lecture, des subsides, des habits. Il y a un vrai réseau qui se met en place de soutien. On inspire la crainte. Personnellement, j'ai une formation en Afghanistan qui peut me permettre de transformer un stylo et un café chaud en 2 armes pour neutraliser 2 personnes. Le stylo dans le tympan de l'un, le café chaud dans le visage de l'autre, et voilà. Vous êtes un radicalisateur potentiel quand vous entrez en prison. Ouais. Ça n'est jamais le cas me concernant parce que je suis dans mon truc et j'entends pas forcer les gens à penser comme moi. Après 5 ans passés entre 4 murs, le djihadiste forcené se métamorphose. Ça me permet de me poser finalement. Et surtout, je me donne l'objectif de lire 2 livres par jour. Et finalement, ma vision du monde a eu le temps de changer grâce à ce temps que j'ai pris de lire. On ne peut pas prôner la gloire du combat, c'est pas vrai. C'est une vaste escroquerie. Les gens qui vendent ça sont des affabulateurs. Je suis bien certain, je le sais par expérience, que tous les va-t-en-guerre sont ceux qui ne l'ont jamais goûté. Tous ceux qui prétendent que les martyrs sentent le musc, moi je les ai sentis, ça sent une odeur à vomir. David Valat avait pourtant tout, du parfait recruteur. Moi, j'ai rencontré personnellement 2-3 personnes qui avaient un très grand pouvoir d'attraction et de conviction. Comment vous le sentez, ça? Enfin, le caractère très calme, le discours très posé, c'est exactement l'inverse de ce qu'on peut imaginer. Vous voyez, les plus efficaces, ce sont ceux qui expliquent calmement, jamais de violence dans les propos. Voilà, quelque chose de... Je sais pas comment vous dire, c'est comme si vous preniez le visage de Ben Laden. C'est un visage calme. Oui, c'est pas un excité, quoi. Il y a quelque chose de doux, presque. Pour l'audience, c'est bon, merci. Doux, calme et radical. Précisément le profil de Samir, 34 ans, incarcéré ce matin à Fleury-Mérogis. Venez, monsieur. Il est reçu pour son premier entretien. Bonjour, asseyez-vous. Vous avez connaissance des motifs de votre incarcération? Oui, c'est pour des questions de terrorisme. Vous comptiez rejoindre la Syrie? Oui. Pour vous installer là-bas? Pour m'installer là-bas avec ma famille, j'ai 2 enfants. Ils ont 9 mois, c'est des jeux. On était dans un hôtel, en fait, en Turquie, et on s'est fait arrêter par la police. Je considérais que le climat en France était de plus en plus islamophobe et de plus en plus liberticide. D'accord. Donc j'ai préféré faire ma hijra dans un pays qui m'accepterait avec nos convictions. Voilà. Alors vos convictions, c'est vous êtes pratiquant? Je suis pratiquant, donc selon la norme en France, je suis ce qu'on appelle un islamiste radical. Maintenant, le problème, c'est qu'en France, on considère le terrorisme comme une idéologie, vous voyez. Alors que le terrorisme n'est pas une idéologie. C'est-à-dire que c'est une stratégie de guerre employée par certaines personnes de la mouvance radicale. Et vous êtes dans cette mouvance? Alors moi, je suis dans la mouvance radicale, mais on peut très bien être dans la mouvance radicale sans être un combattant. Vous êtes pacifiste? Non. D'accord. Est-ce que vous êtes pour la violence armée? Bon, je sais que l'État français considère l'organisation de l'État islamique comme une entité terroriste, mais on n'est pas obligé d'être d'accord avec tout ce que dit l'État français. Donc moi, je considère que c'est un État qui a une armée combattante, mais qui a aussi des civils, des fonctionnaires, des commerçants. D'accord. Face à un détenu déclarant ouvertement son appartenance à un groupe terroriste, le risque de contagion est maximum. En prison, vous êtes au courant qu'il y a le culte musulman, Ouais. Vous voulez y participer?
J'aimerais bien voir comment ça se passe, mais participer, je pense pas, parce que bon, moi j'ai bien envie de voir, parler avec l'imam, bien sûr, hein, mais... D'accord. Donc vous voulez déjà le rencontrer en cellule? Pourquoi pas dialoguer avec lui. D'accord. Seul rempart face aux fondamentalistes comme Samir, l'aumônier musulman, l'imam officiel de la prison. Ça va les baisses? Tu vas bien? La forme? Alhamdulillah. Tous les vendredis, jour de prière, Farid Green vient prêcher la bonne parole dans la salle de culte de Fleury. 70 détenus assistent chaque semaine à son intervention. J'ai les horaires de prière. Tiens, tu peux leur donner, Barak. Tu peux leur donner. Tu veux quoi? Tiens. T'en as déjà ça. Je te donne le reste. Non, non. J'étais là, pas de problème. Tu parles pas, toi. Mais toi, tu parles pas. Non, non, wallah, j'ai pas. Wallah, j'ai pas. Je galère en ce moment. Je galère. J'ai pas de thunes. Les frères, s'il vous plaît, on s'installe. Donc, on va essayer d'aborder, Inch'Allah, le sujet de la radicalisation en général, très chers frères. Et pour les stupéfiants, la drogue, ce sera partie remise, Inch'Allah, pour la semaine prochaine. On veut dire par la radicalisation cette vision sectaire, extrémiste dans la pensée. Un radical, il croit que sa pensée, elle est parfaite. La yatatarraq ilayha al-khata'. L'erreur ne peut jamais accéder à sa pensée. Même quand il s'agit de sa mouvance, de son courant, il exclut ceux qui ne sont pas d'accord avec lui. Là, il prend la place de Dieu. Yahkum ala hada bil maut. Il juge celui-ci qui doit mourir. Celui-ci, il va vivre. Dès lors que la personne met Dieu de son côté dans son rang, il peut commettre l'irréparable, des boucheries. Annahu yataqarrab ila Allah biqatl al-akharin. Il croit qu'il s'approche davantage de Dieu en tuant les autres. Wa hada khata'. Et ça, c'est l'erreur fatale. Très cher frère, lorsque tu es dans l'emprise d'un radical, il vole ton côté humain en toi. Tu disparais, tu n'existes plus. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Allahu Akbar. Farid Green sait capter l'attention de son auditoire. Allahu Akbar. Ces paroles sont sans doute le meilleur remède à la radicalisation. Allahu Akbar. Mais en France, les imams comme lui sont trop rares en prison. À peine 200 pour plus de 30 000 détenus musulmans. Quand c'est la vérité, il faut dire. T'as raison, il y en a, c'est des ignorants, ils savent pas. C'est la vérité. Moi, j'en vois toujours un problème. Ben oui, Samir, le détenu radical arrivé ce matin, n'a pas assisté au prêche de l'imam. Un vrai radical, il ne vient pas au culte musulman parce que, voilà, il pense que l'imam ou l'aumônier n'est pas assez musulman pour lui. Il me prend pour trop permissif, trop laxiste, que je bafoue certains principes, peut-être de djihad ou quoi que ce soit, qu'il considère, lui, essentiel dans sa doctrine, dans sa religion. Farid Green a une carte à jouer pour tenter de ramener Samir dans le droit chemin. Ce dernier a accepté qu'il vienne lui rendre visite en cellule. Mais la rencontre a duré à peine 10 minutes. Comment ça s'est passé? On a discuté, commencé à discuter. Il a essayé de me traîner dans son terrain. Quand je lui ai argumenté, je l'ai contre-argumenté. Il m'a dit qu'il refuse de continuer le dialogue parce que pour lui, je ne prends pas tous les préceptes de l'islam en compte. Et il se pourrait qu'au détriment des sources authentiques, je rajoute quelque chose de ma tête. Je suis quelqu'un qui utilise son cerveau, qui réfléchit. Donc, et j'ai pas trop le droit en fait à ça.
Donc il a rompu le dialogue. Et directement, mais tout gentiment, tout poliment. L'imam lui-même est impuissant. Que faire alors de ces détenus emprisonnés dans leur logique de haine et de violence au nom de Dieu? Quelques semaines après les attentats de Charlie Hebdo, les pouvoirs publics ont décidé de réagir. Les phénomènes de radicalisation se développent en prison. Ce n'est pas nouveau. Avant la fin de l'année, sur la base de l'expérience menée depuis cet automne à la prison de Fresnes, la surveillance des détenus considérés comme radicalisés sera organisée dans des quartiers spécifiques créés au sein d'établissements pénitentiaires. Le plan d'action, séparer les terroristes des autres détenus. La prison de Fresnes a été la première à expérimenter cette méthode. 22 prisonniers radicaux sont regroupés dans une douzaine de cellules. Annoncé comme une mesure phare, le dispositif ne fait pas l'unanimité. Pour ce surveillant, le climat s'est largement dégradé à Fresnes depuis la mise en place de ce quartier islamiste. Ces détenus ne sont pas isolés, ils sont regroupés. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de fermeture étanche avec le reste de la détention. Et là, quand on les a regroupés, on a créé, voilà, malheureusement, un noyau dur. Nous, ce qu'on a vu apparaître, ça a été donc des prières collectives en cours de promenade, des prêches aux fenêtres, des appels au djihad, des appels à tuer des surveillants, des appels à refuser l'autorité. Ils n'ont aucun scrupule à mettre un coup de lame à un surveillant, à vouloir l'étrangler, lui cracher dessus, ou ne serait-ce déjà, par exemple, ne pas lui dire bonjour. Voilà, ça passe par toutes ces choses-là. Mais ça arrive ou c'est la peur que ça arrive? Non, ça c'est le quotidien de nos détentions. Les détenus regroupés à Fresnes ont tous été condamnés pour des faits liés au terrorisme. Mais ils sont loin d'avoir tous le même pédigré. La liste des détenus que j'ai vus qui étaient ensemble, il y a des gens qui ne collent pas du tout les uns avec les autres. C'est tout. Ça, c'est sûr. Pour en connaître quelques-uns, personnellement, il y en a qui ne vont pas les uns avec les autres. Un petit jeune qui a 18 ans et qui a essayé d'aller en Syrie, qui a 20 ans et qui a essayé d'aller en Syrie, qui n'a même pas réussi, quand même pas pareil que quelqu'un qui a passé 2 ans et qui a combattu, qui a tué. Vous voyez, c'est quand même pas la même chose. Je ne vois pas pourquoi il faut offrir en pâture ceux qui sont récupérables à ceux qui sont irrécupérables. On dira quoi à la sortie? S'il prend une calache et qu'il fait comme les frères Kouachi, on dira c'était une expérimentation. Il faudra expliquer ça aux victimes, hein, parce que le coût de l'expérimentation, il risque d'être sévère. Jonathan a été incarcéré dans le quartier des radicaux à Fresnes. À 22 ans, le jeune homme avait publié sur Facebook des photos de lui en moudjahidine, hissé un drapeau d'Al-Qaïda sur le toit de sa maison. Et surtout, la police avait retrouvé chez lui de quoi fabriquer des explosifs. Il a été condamné à 6 ans de prison. Mais ce jeune amateur de grosses voitures et de rap, provocateur et un peu perdu, devait-il être placé au milieu des terroristes de Fresnes? Le juge Trévidic, qui a instruit l'affaire, est catégorique. Ça, c'est un cas à part. Est-ce qu'il avait sa place à Fresnes au milieu des autres radicaux? Non, vraiment pas. Non. Il a quand même pris 6 ans pour une... Oui, parce qu'il est tombé dans une espèce d'admiration de Mera, dans un espèce de délire qui était lié à des causes personnelles, là encore, absolument pas religieuses. Il aurait pu admirer Mesrine pareil. Ça veut dire qu'on n'est pas dangereux, mais il n'a pas le profil du jeune radicalisé. Maintenant, il deviendra peut-être comme les autres, fatalement au contact des autres. Au départ, lorsque Jonathan est placé dans le quartier des islamistes à Fresnes, le garçon est autant intimidé que fasciné par ses codétenus. Allô? Oui. Nous avons pu le contacter dans sa cellule. Avant de rentrer en prison, je les voyais, ces gens-là, que en vidéo. Il y en avait, ils étaient d'accord avec Al-Qaïda, et il y en avait, ils étaient d'accord avec Daesh. Bon, je suis arrivé, je connaissais rien.
On m'a mis 3 ou 4 mois avec eux, j'ai appris des trucs qu'on doit faire, des trucs qu'on ne doit pas faire. D'en parler avec les filles, pas écouter la musique, pas fumer. Et le musulman est sacré, le mécréant il est pas sacré. Voilà. T'as lu le Coran? Je l'ai lu jusqu'à la moitié et après j'ai arrêté parce que j'aime pas trop lire. Moi. Ça me fait mal à la tête de lire. Après bon, il y en a un, il m'a appris à faire la prière. Et après t'as prié régulièrement? Ouais. À 6h30, 6h, j'arrivais pas à me lever. Moi c'est juste ça qui m'énerve. C'était dur le matin. Si t'avais refusé de faire la prière? Je sais pas. Tu pries pas. Mais par contre, voilà. Tu te manques avec eux ou quoi, ils te frappent direct. Ben ouais. Les parents de Jonathan vivent dans le sud de la France. Très inquiets pour leur fils, c'est eux qui ont obtenu son transfert de Fresnes à sa nouvelle prison. J'ai voulu qu'il le change de Fresnes. Même moi et mon ex, on a voulu qu'il change de là-bas, qu'il ne reste pas avec ces gens. C'est des barbus de merde. Excusez-moi, je parle comme ça, moi. J'ai pas peur de parler. Putain, j'ai pas peur. Ils vont l'égorger, ils vont l'étouffer, là. Laisse tomber. Ils sont... Vous croyez? Ah ouais, moi, je crois. Vous rigolez, un minot, et l'autre, il a 40 ans, je ne sais pas. Arrête. S'ils l'ont laissé tout le temps dans cette prison, eh ben, il devient comme eux. Je suis désolé. Hein. C'est-à-dire comme C'est-à-dire, il fait la prière, après, et il devient djihadiste, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui se passe. Et là, il est mieux. Il est mieux. Il est mieux, il est tout seul, tranquille. La prière, il ne fait pas. Non, il ne fait pas. Il me l'a dit, bah, je suis tranquille, je suis... Ah ben, tu es mieux maintenant. Il m'a dit, je suis mieux. Son fils purge désormais sa peine dans une maison d'arrêt d'Île-de-France. Mais la graine plantée par les radicaux a continué à germer dans l'esprit de Jonathan. Six mois se sont écoulés depuis notre premier coup de fil avec lui. Sa mère, comme chaque mois, vient de traverser la France pour lui rendre visite au parloir. Ces derniers temps, son fils n'a d'intérêt que pour la religion. Voilà, c'est sur l'histoire de la religion et celui-là. C'est lui qui vous les a commandés? Ben, il voulait deux livres, oui, c'est lui qui me l'a demandé. Dans cette prison, sa mère le pensait à l'abri. Mais depuis plusieurs semaines, elle ne reconnaît plus son fils. Moi, je me languis qu'il sorte parce que, à l'intérieur, depuis qu'il est en prison, il a des idées sur la religion que, voilà, on n'a pas les mêmes idées, quoi. Il me dit que le jour qu'il se marie, que sa femme, il faut qu'elle soit voilée, sinon il ne se marie pas. Je veux dire, tout ça, pour moi, c'est... Voilà, j'arrive pas à comprendre ça. Jonathan avait pourtant décidé de s'éloigner de la religion. Quelque chose s'est passé. Son répondeur va nous le confirmer. À la fin de votre message, si vous souhaitez le modifier, tapez dièse. Nouvelle tentative, sa métamorphose va nous sidérer. Ouais. Pourquoi tu voulais ça sur ton répondeur, toi? Après, il change. Genre, j'ai des frissons et tout quand j'écoute. J'aime trop. Depuis que j'ai écouté les chants islamiques, je peux plus écouter le rap. Ils parlent mal. C'est pourri. Là, ils ont ramené un frère de frère. Il est venu, il est avec moi dans le bâtiment. Et maintenant, je suis avec lui en promenade. La vérité, la prière et tout, j'ai repris. Tu vois, la prière, elle me sauve. Tu vois, quand je vais sortir, Inch'Allah, je vais me marier, tu vois. C'est écrit dans le Coran, donc les musulmans, ils suivent quoi? Ils suivent le Coran. C'est, voilà, une musulmane pour me marier. Si elle n'aimait pas le voile, je ne me marie pas avec elle. Le jilbab. C'est-à-dire qu'elle est couverte entièrement, sauf qu'on voit son visage. Je veux pas que les gens regardent ma femme, c'est pas possible ça. Ça c'est, moi je peux pas. Impossible. Tu
serres encore la main aux femmes quand même? Non. Non? J'ai bien lu il n'y a pas longtemps, il avait écrit le prophète ne cédait pas la main aux femmes. Ouais, mais aujourd'hui, on n'est plus au siècle du prophète, là, quand même. Ouais, mais on s'en fout. Parce que le prophète, il n'a pas dit appliquer les paroles de Dieu pendant un temps seulement. Tu m'as pas parlé comme ça la dernière fois, tu me disais pas ça. Tu m'avais dit, dans la vie, t'avais des copines... Voilà, t'es bon, je faisais n'importe quoi. J'avais pas de principe. Un sauvage, voilà, un animal, quoi. Tu te sens pas radical, toi? Je crois que je vais faire quoi quand je vais sortir? Faut péter les plombs, quoi. C'est simple, c'est clair et c'est net. Le GS, moi je le ferai pas. Je dis même à la DGSI, je leur donne mon numéro de téléphone s'ils veulent. Ils peuvent dormir avec moi dans le lit s'ils veulent. Il n'y aura rien, il n'y aura pas de problème. Personne ne peut prédire la trajectoire de Jonathan. Mais un espoir subsiste. Il participe à un atelier de déradicalisation où une vingtaine de détenus comme lui sont accompagnés par des sociologues et des psychologues. Le temps dira si l'expérience a porté ses fruits. Le temps, il est parfois la clé pour éclairer les parcours les plus obscurs. Comme celui de Bernard, qui, après 10 ans de prison et de fanatisme, a finalement emprunté une autre route. Aujourd'hui, vous vous sentez un combattant d'Allah? Alhamdoulilah. Je suis un combattant, mais dans le sens où j'ai compris ce que c'est la tolérance de l'autre. Moi, j'essaie de ne pas marcher n'importe comment, quoi.